Les Monts d'Éouillane, tome 1. La forêt des captifs, par Pierre Bottero. Partie 1. L'institution. Chapitre 1. Forêt de Malaverse, février. Le garçon se plaqua au sol, le nez dans la boue, tentant désespérément de disparaître sous l'épaisse couche de feuilles mortes gorgées d'eau. Toute sa volonté concentrée sur un seul objectif, devenir invisible, inaudible, inodore. C'était une question de vie ou de mort. Non, pas de vie ou de mort, bien plus que ça. Un froid glacial s'infiltrait au travers de ses vêtements trempés, et la blessure à sa cuisse irradiait une douleur presque insupportable. Il se mit à grelotter, incapable de maîtriser les tremblements de ses membres, le claquement de ses dents. Les pas se rapprochèrent sans qu'il parvienne à en localiser l'origine avec certitude. Si c'était un garde, même accompagné d'un chien, il avait une chance de s'en sortir. Si c'était... Il ferma les yeux, se concentrant sur son image à elle, pas l'image qui l'avait révolté quelques jours plus tôt, quand il avait enfin réussi à l'apercevoir. Cet être décharné au regard éteint n'était pas la fille qu'il aimait, mais celle qui le hantait depuis le début, et qui lui donnait la force de poursuivre, la force de survivre. Il se concentra jusqu'à ce que plus rien n'existe que ses yeux immenses d'un violet intense. Et une fois encore, la magie opéra. Les tremblements s'espacèrent, la douleur reflua, les feuilles détrempées et les branches brisées sous lesquelles il s'abritait cessèrent de s'agiter. Sa respiration s'apaisa. Il était temps. Un grognement sourd retentit à moins de 10 mètres, qu'un ordre sec fit taire. Un chien et un garde. Il ne s'agissait que d'un molosse de 80 kilos dressé à déchiqueter ses adversaires et d'un homme armé jusqu'aux dents prêt à tirer sur tout ce qui bougeait. Il avait de la chance. Aussi silencieux qu'une écharpe de brume, il s'enfonça un peu plus dans l'humus, retint son souffle, ne fut plus qu'une chose sans vie perdue sous les frondaisons d'une forêt sombre, au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Malgré la lune gibbeuse, l'obscurité était profonde sous les arbres. Le garde ne le vit pas. Après des jours et des jours passés à errer dans les bois, il avait fini par prendre leur odeur, une odeur de terre et de boue, une odeur de moisis et de champignons, une odeur indécelable. Le chien passa sans le flairer. Salim se remit à respirer. Lorsqu'il fut certain que le danger était passé, il se redressa en évitant de s'appuyer sur sa jambe blessée. Il écouta attentivement l'obscurité, et ne percevant que les bruits de la nuit, il passa à l'action. Il se glissa comme une ombre entre les troncs noirs de mousse, traversa la piste que surveillait le garde, puis se faufila dans un fouillis de buissons épineux avant d'atteindre la clôture. La clôture! Pourquoi ne s'était-il pas méfié la première fois qu'il l'avait aperçue? Un grillage d'acier de plus de 3 mètres de haut, sa base coulée dans le béton, son sommet recourbé vers l'intérieur et l'extérieur en un double crochet barbelé. Un moyen imparable d'empêcher les intrusions et les évasions. Son existence présageait d'autres protections, des alarmes, des pièges. C'était évident pourtant. Il avait oublié de réfléchir, oublié l'enseignement d'Elana, oublié la simple prudence. Tout à sa joie de se sentir si proche d'elle, il avait foncé tête baissée. Il avait failli y perdre la vie. La vague surgit de sa mémoire, le contraignant à faire une pause pour laisser à son cœur le temps de se calmer. Souvenir. Après avoir franchi le grillage grâce à un arbre qui, depuis, avait été abattu, il s'était approché du premier bâtiment. Il touchait au but lorsque son pied avait arraché un fil tendu dans l'obscurité. L'alarme avait déchiré la nuit. Des projecteurs avaient illuminé la scène. Des cris avaient retenti. Il s'était enfui. Une dizaine de gardes sur les talons, il avait bondi, saisi une branche basse providentielle, s'était hissé dans l'arbre. Le fil barbelé avait alors mordu sa cuisse. Profondément. Lorsqu'il avait atterri de l'autre côté de la clôture, il n'avait pu retenir un cri de douleur, tandis qu'un liquide chaud se mettait à ruisseler le long de sa jambe. En boitillant, il s'était enfoncé dans la forêt, persuadé de se trouver hors de danger.
Il se trompait. Les gardes l'avaient pisté toute la nuit, équipé de lampes surpuissantes, de talkie-walkie, et aidé par des chiens, de véritables monstres. Il avait couru, grimpé, sauté. Il s'était caché, terré, parfois à moins d'1 mètre de ses poursuivants. Il les avait observés, la gorge nouée. Des hommes vêtus de noir, armés de fusils d'assaut, le visage fermé de soldats professionnels ou de tueurs à gages. Et pendant tout ce temps, son sang coulait. Il avait profité d'une brève accalmie dans la traque pour panser sa blessure avec un morceau de t-shirt, tressaillant lorsque ses doigts avaient palpé la largeur de la plaie, réprimant une plainte lorsqu'il avait remonté son pantalon. Il s'était enfui. Encore. Ils n'avaient abandonné leur chasse qu'à l'aube, le laissant anéanti de fatigue et de peur au fond d'une combe, blotti derrière un éboulis. Il avait tremblé jusqu'à ce qu'il bascule brutalement dans un sommeil profond et sans rêve. Il avait attendu 4 jours avant d'oser une nouvelle tentative. 4 jours durant lesquels il ne s'était nourri que de la brassée de pommes volées dans une ferme proche de l'institution. 4 jours durant lesquels il avait prié pour que les gardes l'oublient et que sa blessure ne s'infecte pas. Il l'avait examinée alors qu'il la nettoyait avec de l'eau de pluie recueillie au creux d'un rocher, et sa vue lui avait donné la nausée. Artis Valpierre aurait guéri cette plaie en quelques secondes. Un médecin l'aurait refermé avec une 12aine de points de suture avant de le gaver d'antibiotiques. Lui, Salim, ne disposait en guise de pansement que d'un bout de t-shirt sale. Et comme unique médicament, il possédait la volonté surhumaine de libérer Ewilan. C'est armé de cette volonté et d'une prudence redoublée qu'il s'était à nouveau lancé à l'assaut de l'institution. Juché au sommet d'un arbre, il avait passé la journée entière à observer les rares allées et venues du personnel entre les bâtiments, à noter la position des gardes et les rondes qu'ils effectuaient, à mémoriser les numéros d'immatriculation des véhicules qui franchissaient l'impressionnant portail de fer forgé sous l'œil impassible des caméras de surveillance. Il avait calculé le champ d'action de ces caméras, estimé la taille du terrain qu'elles couvraient et fini par trouver la faille. Une étroite bande qui partait d'un des piliers de pierre de taille et qu'il jugeait hors d'atteinte des cellules électroniques. La nuit venue, s'efforçant d'ignorer la douleur dans sa jambe, il avait escaladé la grille. S'était coulé de l'autre côté et une fois dans la place, s'était figé. Le silence et l'absence de mouvement l'avaient convaincu que son intrusion était pour l'instant passée inaperçue. Tous ses sens en alerte, il avait progressé vers le bâtiment le plus proche, il avait évité le filin d'acier tendu au ras du sol, contourné un poteau suspect, décelé in extremis une caméra dissimulée dans un massif, s'était plusieurs fois jeté à terre, avait rampé avant d'atteindre son but. La bâtisse était ancienne, une sorte de château de campagne aux murs de briques rouges, recouvert de lierre dont les hautes fenêtres en ogive tachaient de flaques de lumière jaune la nuit environnante. Salim s'était glissé jusqu'à la plus proche fenêtre. Il avait découvert un immense salon meublé avec faste, un parquet verni, des tableaux, des tentures, mais aucune présence humaine. Il avait longé le mur, se baissant pour passer sous les autres fenêtres du salon, et avait gagné une baie qui s'ouvrait sur une nouvelle pièce. 2 hommes en costume sombre étaient installés de part et d'autre d'un imposant bureau d'acajou. Ils étaient engagés dans une discussion animée sans que leur voix franchisse le survitrage. Après avoir attendu quelques minutes une improbable information, Salim s'apprêtait à poursuivre son exploration lorsque la porte du bureau s'était ouverte. Un homme en blouse blanche, un infirmier, était entré, poussant un fauteuil roulant sur lequel était prostrée une jeune fille. Salim avait tressailli. Son cœur s'était mis à cogner dans sa poitrine comme une machine prise de folie. Un cri était monté jusqu'à ses lèvres, contenu à grand-peine. « Ewilan !» C'était Ewilan. Son âme le hurlait. Il l'aurait reconnu la nuit dans un tunnel les yeux bandés, sans hésitation. C'était Ewilan et pourtant ce n'était pas elle. Son crâne rasé, blafard, sa peau translucide, son visage émacié n'avaient pas réussi à tromper Salim. L'absence de réaction de son ami, en revanche, avait fait vaciller ses certitudes. Le regard éteint d'Ewilan et le vide complet qui y régnait les avaient réduits en miettes. Il avait agrippé le rebord de la fenêtre, contracté ses muscles prêts à bondir. Il lui était impossible d'assister sans bouger à la scène. Il devait intervenir, fracasser la vitre, se battre,
tuer si nécessaire, sauver Willan. Dans un coin obscur du bureau, une ombre s'était alors déplacée. Les trois hommes s'étaient figés, et sur le visage de l'infirmier, Salim avait lu un dégoût angoissé, une terreur difficilement contrôlée. Un mouvement fluide et la silhouette s'était dessinée avec davantage de précision, haute de plus de 2 mètres, drapée dans une tunique aux reflets changeants. Non! C'était impossible. Comme s'ils avaient deviné sa présence, 2 yeux immenses aux pupilles verticales s'étaient tournés dans sa direction. Salim s'était enfui. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit-là. Une semaine d'anxiété, passée à ressasser ce qu'il avait vu ou cru voir. Une semaine à sentir ses forces s'amenuiser sous l'effet de la faim et de sa blessure, qui, si elle ne s'infectait pas, refusait de cicatriser. Une semaine à se terrer, à trembler, mais aussi à échafauder les plans les plus fous, à réfléchir à un moyen de pénétrer dans l'institution puisque de nouvelles caméras installées autour du portail lui interdisaient dorénavant cet accès. Une semaine de détresse et de désespoir. L'attente s'était achevée la veille lorsqu'il avait découvert une voiture stationnée au bord de la route, capot relevé, un homme seul penché sur le moteur. Salim s'était approché sans bruit, si près qu'il aurait pu toucher l'inconnu en tendant le bras. La trousse d'outils reposait sur le sol, ouverte. Un don du ciel. Il s'était baissé lentement, les secondes s'égrenant, interminables, son cœur battant si fort qu'une partie de son esprit avait trouvé incroyable que l'homme ne l'entende pas. Il avait fini par atteindre son but. Son butin serré dans son poing, il avait disparu dans la forêt. Salim prit une profonde inspiration. Il avait conscience de jouer sa dernière carte. Et ce n'était même pas un atout. L'acier trempé de la pince coupante mordit la première maille du grillage.